19h, 20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM, lundi 31 mai 2021. Et oui, toujours en live jusqu'à 20h dans votre quotidienne sportive, accompagné de son réalisateur, et oui, toute l'équipe de Time Sport et Yannis sont là rien que pour vous, chères auditrices et auditeurs. On verra quoi? On verra après ce week-end de Champions League, Chelsea, grand champion d'Europe. Et oui, ça fait plaisir à certains et ça fait pleurer d'autres peut-être. Omar Kedadouche pour la première fois avec nous sur l'antenne de Beurre FM dans cette émission qui est Time Sport. On reviendra sur l'équipe de France avec Didier Deschamps et son 11 de départ. Ça, c'est promis. Sans oublier aussi un mot concernant le Paris Saint-Germain et les internationaux de France du côté de la Porte d'Auteuil avec Roland Garros. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01 53 48 3000 pour réagir avec toute l'équipe. C'est parti, gogo Time Sport. Time Sport. Et ce soir avec moi, on aura nos deux consultantes, Frédéric et Alison. Bonsoir mesdemoiselles, comment allez-vous? Ça va au top et toi Bilal? Ça va très très bien. Alison, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien, merci. Oui, Juan Trocé, ça va Juan Trocé? Hola, buenas tardes, très bien. Tu vas bien? Oui. On aperçoit aussi, moi j'allais dire Roger Federer, mais non, Rafael Nadal. Heureux d'être ici du côté de Paris. Toto Bellozzo avec nous ce soir. Comment ça va Toto? Salut Bilal, comment tu vas? Oui, ça va très très bien Toto Bellozzo. On a Akli qui nous rejoint, allez, qui fait son grand retour. Eh oui, à l'approche de cette phase finale de l'Euro 2021. Akli est avec nous. Akli Melouli, bonsoir. Bonsoir à nos auditrices et auditeurs et très heureux d'être là. Je vais pas parler beaucoup parce que je vais laisser les spécialistes. Comme on l'a ramené à Marseille, en principe, la faconde marseillaise. Le studio respire Marseille, l'ambiance du Sud avec Omar Kedadouche. Comment ça va Omar? Pour la première fois avec nous, ça fait du bien. Première sélection à Beurre FM. Voilà. Ouais, ça fait plaisir. Je suis le Wissam Ben Yedder. Aïe. Voilà, et là c'est chaud, ça merci fait sourire. Pour l'invitation. Mais merci à toi. La team là, Toto Bellozzo, il est là, Akli, les demoiselles Alison, Frédéric, oui ça promet, Juan Trocé. Allez, on va s'attarder sur le premier sujet de cette émission. Time Sport, le sujet des sociaux. Ouais, ça fera plaisir peut-être à la sauvagère, hein, ça c'est sûr. Ouais, on va parler de Chelsea, champion d'Europe. Omar, c'est mérité, face aux Citizens de Pep Guardiola. Oui, moi, grand d'Europe. J'étais pour City, j'ai pas le retour. Ah oui. Pardon, excusez-moi. Sûr. J'ai l'habitude. On va lui passer. Ouais. Non, j'étais pour City pour Riyad Mahrez, mais je suis content parce qu'il y a des joueurs que j'aime bien, tu vois, comme N'Golo Kanté. Elle a été stratosphérique. Excusez-moi mes amis parisiens, mais sacré karma quand même. Alors. Tourelle en le vire et gagne. Thiago Silva en le vire et gagne. Mais tout blanc. C'est le destin. Frédéric, ça me fait sourire. Frédéric, justement, face à ça, l'invité. Oui, le karma. Le karma du PSG, c'est vrai, et c'est une victoire parfaitement méritée de Chelsea. On a vu Tourelle qui a métamorphosé cette équipe, que ça soit en championnat où ils sont passés de la 9e à la 4e place, ils ont été qualifiés pour la finale de la Coupe de la Ligue anglaise, et puis là, ils gagnent cette Champions League où il n'y a même pas eu match pour moi, parce que City, ils ont été complètement dépassés dans tous les compartiments du jeu. On a vu que Tourelle, il a donné une leçon à Guardiola pour la 3e fois quand même depuis 2021, c'est la 3e fois qu'il le battait. Et puis surtout, on a vu une finale, on s'était dit 2 équipes d'un même championnat, ça va être une finale où on va s'ennuyer, ça va être très technique. Finalement, on a eu tous les ingrédients, il y a eu beaucoup d'engagement, de l'émotion, etc. Et un beau champion d'Europe. Pour moi, c'était l'une des plus belles finales de ces 5 dernières années. Et grand perdant Guardiola, Pep Guardiola, qui arrive en finale 10 ans après, et on se rend compte que sans Messi, il gagne toujours pas. Ouais, incroyable. Omar, c'est la Estelle Denis de Beurre FM. Elle est extraordinaire. Il n'a pas entendu encore Alison alors. Les consultants de Beurre FM. Je ne suis pas d'accord, elle est beaucoup mieux qu'Estelle Denis. Mais on a. Frédéric. Alison aussi. Alison, réaction. Non, c'est ça, Frédéric l'a dit. Je crois qu'il va tomber par terre là avec ta réaction. Tactiquement, surtout, on peut revenir sur le fait que Guardiola ait encore essayé des choses en finale de Ligue des Champions. Quand cette finale lui tendait enfin les bras, il n'a pas mis un gars comme Fernandinho dès le début. On peut se poser aussi la question de Kun Agüero pour son dernier match. Sur un match comme ça, un match où on sait que physiquement ça va y aller, c'est les équipes anglaises, donc physiquement ça y va, ça attaque, les duels sont présents. Kun Agüero, il aurait été nécessaire, je trouve, dans ce match-là. Mais surtout, ce que Tuchel a fait, c'est qu'il a aspiré complètement le milieu de Manchester City. De Bruyne, on l'a pas vu. Mahrez, on l'a pas vu. C'était la force jusqu'à présent de Manchester City, c'était jouer sans avant-centre. Phil Foden, on l'a pas vu. On n'a pas vu qu'il faisait des appels dans le dos de la défense. On l'a pas vu recevoir beaucoup de ballons. Là,
pour moi, tactiquement, Guardiola est passé complètement à côté de son match. Toto Bellozzo, Akli, c'est marrant parce que souvent quand il gagne, on dit que c'est super, c'est un génie et tout, et quand tu perds, on dit c'est lui et tout ça. Je pense que là, effectivement, Tuchel, ça fait 3 fois qu'il, sur le plan tactique, a été meilleur que Guardiola parce qu'il a compris comment jouer City. Sauf qu'effectivement, on parle de Bruyne qu'on n'a pas vu, mais De Bruyne, quand il sort, parce que quand même, quand il sort, quand l'autre il prend que carton jaune, il s'occupe pas du ballon quand même. Quand le mec il sort avec le nez machin, ça demande quand même à revoir la discussion. Ça aussi, c'est un élément. Alors, moi, je dirais pas qu'il gagne pas sans Messi. Je pense que il tente des choses et que là, pour le coup, il a pas su réagir à la sortie de De Bruyne parce que son style de jeu va bien quand il a un gars comme De Bruyne sur le terrain qui peut distribuer et les gens peuvent partir dans la profondeur et tout ça. Sauf que là, il l'avait plus sur la deuxième partie et qui prend là un but. Mais c'est vrai que, t'as raison, là, vous avez raison, c'est qu'il a su aspirer l'équipe de Manchester. Il a su les dominer au milieu parce que la force de City, c'est le milieu de terrain. Et quand tu joues sans avant-centre, c'est-à-dire sans point d'appui, sans un point d'appui, t'as intérêt à avoir un milieu plus fort que les autres. Et si ton milieu il est avalé ou aspiré comme il l'a été là, parce que t'as vu que sur les ballons, même sur les deuxièmes ballons, c'est Chelsea qui était là. Hein. Et moi, quand j'ai vu Chelsea démarrer, je vous le dis, je finis là-dessus, je savais pas s'ils allaient tenir tout le match parce que franchement, ils ont mis une débauche physique qui était importante. Et ça, avec City, normalement, tu le payes. Et là, ils ont tenu 90 minutes. Enfin, à partir de la 75e, 80e, c'était beaucoup plus dur qu'eux quand même. Ils sont beaucoup restés au sol avec des crampes, mais la victoire est légitime et elle est juste. Et franchement, Tuchel, on voit bien que c'est pas lui qui tactiquement pêchait au PSG. Il doit y avoir d'autres problèmes au PSG, à mon avis, qui sont pas de l'ordre de l'entraîneur ou des joueurs. Et ça, il faudra qu'il le règle à un moment donné. Après, c'est différent. Après, là où il faut faire une nuance, c'est que Tuchel du Paris Saint-Germain, on l'a vu évoluer dans un championnat qui est hyper défensif et Tuchel en première ligue évolue dans un championnat qui est complètement différent au niveau de la philosophie. Je vois Alisson qui est pas d'accord. Je vais vas-y, on va voir. Mais quand même, on était quand même sur une finale 100% Première Ligue, avec un style très Première Ligue, ça veut dire un jeu qui n'est absolument pas fermé. Quand j'entends que le milieu de terrain, enfin l'équipe de Manchester City a été aspirée, elle n'a pas été réellement aspirée parce que de toute façon, dans la philosophie de City, c'est vraiment de jouer haut et de pas attendre l'adversaire. Tuchel a eu cet avantage de jouer un match finalement comme les autres, puisqu'il rencontrait un adversaire dont il est habitué et qu'il connaît, et il a pu jouer toutes les cartes qu'il pouvait avoir contre Manchester City. C'est là un petit peu la particularité de cette finale, c'est que finalement c'était un match somme toute lambda, évidemment à très haut niveau, et Tuchel a, sur un match, avec complètement toutes ses chances, remettre en cause la patte Guardiola vis-à-vis du jeu qu'il voulait mettre en place. Pour moi, c'est un petit peu réducteur par rapport à ce qu'il était capable de faire. Maintenant, Tuchel a montré que c'était un vrai tacticien. Ils étaient très en place d'un point de vue défensif. Au niveau de l'intensité, ils étaient au-dessus. C'est ce qui leur a permis de s'imposer et pas forcément très largement. Allison, rapidement, avant Juan José. C'est pas sur un match, parce qu'on se rappelle qu'il y a quelques semaines, Chelsea l'avait déjà emporté 2-1 face sur une finale. Sur la finale, je te parle quand je parle. Peu importe, donc déjà, c'est pas sur un match, donc il a su répéter l'effort qu'il avait fait précédemment. Ensuite, tu parlais du jeu de Manchester City. La force de Manchester City, c'est aussi la possession. Et là, on n'a pas vu un Manchester City dominé, on n'a pas vu des enchaînements de passes d'un Manchester City. Donc, de ce point de vue-là, Manchester City a quand même été aspiré, parce que c'est aussi une forme de défense. Le fait de conserver le ballon, c'est la défense de Guardiola, c'est la défense de Manchester City. Et à contrario, on a vu un Chelsea très engagé, un Chelsea faire tourner la balle. Et en plus, là, il n'y a que 1-0. Mais s'il y a 2-3-1, c'est pareil. Werner, il ne vendange pas 2-3 grosses occasions, c'est absolument pareil. Et le dernier point, Tuchel, c'est pas du tout la même chose. On en reparlera peut-être plus tard. Je vais pas faire une longue tirade parce que je vais laisser la parole à Juan José. Mais là, Tuchel est libre à Chelsea, et à Paris Saint-Germain il ne l'était pas, et c'est là la principale. Alors hors terrain, c'est un débat. Je suis d'accord avec toi sur le hors terrain. Je pense qu'on peut se rejoindre. Moi, je parlais vraiment purement du jeu. De toute façon, quoi qu'il arrive, les entraîneurs auront toujours plus de facilité à mettre leurs idées en place dans un championnat comme la Première Ligue, parce que, comme je le dis et je le répète, et c'est une réalité, c'est un championnat qui est très ouvert, contrairement à la Ligue 1 où tu ramènes même n'importe quel gros tacticien, il aura toujours énormément de mal à mettre en place du jeu. C'est quand même beaucoup J'aimerais avoir Juan José aussi. Quelqu'un comme Tuchel à Chelsea, étant donné qu'il n'y a pas de stars, ce sont des joueurs qui sont plus malléables. Le PSG, il y a beaucoup d'ego, donc ils ne sont peut-être pas prêts, comme les joueurs de Chelsea, à se sacrifier pour le coach, à faire tous les efforts nécessaires pour permettre en fait à l'équipe finalement d'émerger et de ne faire qu'un. Le problème d'une équipe comme le PSG,
c'est que chacun se regarde un petit peu le nombril. Certains veulent briller plus que d'autres, et beaucoup se sentent au-dessus de l'institution et de l'entraîneur. Ça concerne deux joueurs. Ouais. Alors quand on voit les résultats de Tourelle et l'adhésion rapide du groupe, parce que ça c'est en quelques semaines. 6 mois. Tout avait déjà été mis en place, le système de jeu avait déjà été assimilé, et on sent une équipe qui a une âme, ce qu'on ne voit toujours pas au PSG. C'est vrai. Juan Trocé, et après on aura aussi Omar Kedadouche, on le rappelle, chroniqueur, le confrère de France Bleu Provence. Oui. On est tous d'accord que tactiquement, c'est Tourelle qui a gagné carrément le match, parce que il a trouvé les solutions, et ce qui est regrettable, c'est justement, et peut-être surprenant, c'est que Guardiola n'a pas su trouver ou réagir, mais trouver la solution. D'accord. Très tôt dans le match, on a vu effectivement que les deux alliés de Chelsea étaient complètement bloqués, n'arrivaient pas à développer son jeu. Il y a eu 2 ou 3 occasions, mais ils n'arrivaient pas vraiment à gagner par rapport aux défenseurs des Chelsea. C'est là où il aurait dû peut-être effectivement réagir beaucoup plus vite qu'il ne l'a fait. Donc après, il y a quand même un aspect psychologique qui est important. Vous l'avez signalé, il avait déjà gagné 2 fois à City, et notamment la dernière fois, c'était juste après le tirage au sort, enfin juste après savoir ils allaient se rencontrer en finale. Donc psychologiquement, c'était très bien pour Chelsea, mais d'autant plus que Chelsea était depuis le mois de janvier dans cette dynamique très positive. Et là où je pensais, parce que moi j'étais pour City, et je le reconnais, mais là où je pensais sincèrement que le fait d'être champion d'Angleterre allait permettre à City de se concentrer et d'avoir plus de temps pour préparer cette finale, en fait, la réalité c'est que ceux qui étaient mieux psychologiquement préparés, c'était Chelsea, parce qu'il y avait cette dynamique, peut-être parce qu'effectivement, ils n'avaient rien à perdre. Et depuis le début, on a vu tout de suite effectivement qu'il y avait un pressing qui était très haut et qui était très fort, qui était très présent. Et c'est là où j'étais surpris, c'est que physiquement, ils ont réussi à tenir sur l'homme, ce qui paraissait compliqué quand on a vu le début du match. Juan Trocé, Frédéric, attends une seconde, l'invité Omar Kedadouche, on le rappelle, président de l'ASC Vivo Sauvagère, est avec nous ce soir sur l'antenne de Beurre FM. On nous dit, Fala, qui nous dit justement, pas trop d'accord avec ce que vient de dire les consultantes et les consultants. La différence, c'est que la simple bonne raison plutôt, c'est que Tuchel est le manager général du côté des Blues, contrairement au Paris Saint-Germain où il était juste l'entraîneur. Et c'est la même chose pour Unai Emery. Désolé pour Fala, mais quand il est arrivé, il n'a pas elle est d'accord avec cette équipe. Frédéric. Il a tout simplement utilisé les joueurs qui étaient là. Il a mis en place une nouvelle stratégie, une nouvelle tactique, et puis il a redynamisé son vestiaire qui était quand même assez triste. Une réaction, peut-être, oui. Est-ce que à Paris, Tuchel était peut-être pas trop court-circuité par Leonardo? Je sais pas, je suis pas dans le vestiaire. Mais est-ce qu'il lui a pas savonné la planche comme il a l'habitude de le faire? Parce que au bout d'un moment, quand on regarde, on fait le bilan, on se dit Ancelotti, on se dit Tuchel, on se dit Emery. Et ça fait trop. Alisson, il n'a pas tort là. Le dénominateur. Pochettino qui veut partir déjà. Pochettino qui veut partir. Le dénominateur commun, Zidane, je vous l'annonce, il n'ira jamais au PSG. C'est une parenthèse. Ça fait pas plaisir à Yanis, hein. Mais bon, c'est pas possible. Mais à un moment donné, j'ai envie de dire à qui la faute. Après, bon, tout a été dit par les amis là autour de la table par rapport à la prestation. Guardiola a pris, c'est dur à dire à entendre, après une leçon de football. Voilà. Et le gagnant a toujours raison, et surtout que ça souffre d'aucune contestation. Frédéric. On a vu Tourelle avant qu'il se fasse virer, et quand il s'est viré, tout le monde a dit c'était un entraîneur moyen qui n'avait peut-être pas le niveau pour amener ce PSG à gagner la Champions League. Tourelle, en même pas quelques mois, il bat Guardiola 3 fois, il bat Mourinho, il bat Klopp, il bat Zinedine Zidane, il bat Simeone. Je crois quand même que pour un entraîneur moyen, il a démontré certaines qualités. Et pour répondre à ce que disait Fala, Tourelle, il arrive. Alors, ce sont les mêmes joueurs que Lampard avait. Exactement. Les mêmes joueurs. Ça veut dire Chelsea. Ça, c'est fou. Chelsea avait un recrutement XXL. On nous avait parlé des Werner, des Havertz. Mais on ne se disait la mayonnaise ne prend pas. Qu'est-ce qui se passe? Ce recrutement, finalement, il a foiré? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti Azpilicueta du placard. Il l'a remis titulaire capitaine. Il a remis Kanté au cœur du jeu, qui fonctionne trop mieux, fonctionne très bien avec Jorginho. Il donne Rudiger, qui est devenu l'un des meilleurs centrales du monde. Et puis même Werner, il ne le lâche pas, il lui accorde toute sa confiance, qui certes ne marque pas, mais tout le reste il fait bien. Ça veut dire les déplacements sont bien. Il met le feu dans les défenses. Juste, il est très rapide, il ne marque pas, mais
on sent quand même que Tourelle, il rate beaucoup. Il rate beaucoup, mais même comme ça, il est quand même utile à l'équipe. Et avec la même équipe, Tourelle a complètement transfiguré Chelsea. Juste que n'oublions jamais, c'est que Chelsea, rappelons ce que nous avons dit au mois d'août dernier, on disait, quand il a commencé à recruter, on se dit, cette équipe se prépare pour être champion de la Première Ligue, pour aller très loin dans la Champions League. Et ils ont fait quand même un recrutement, notamment, quand même, Theo Werner 200 millions, qui est arrivé, 60 millions. 200 millions tout, je crois. Oui, ben voilà, donc, mais il y a eu de l'argent. Donc, ne croyons pas que c'est... Faisons croire que c'est une équipe qui était à la ramasse aussi. Ils ont beaucoup investi. Le changement, ça a été essentiellement psychologique avec l'arrivée d'un nouveau coach. Effectivement, la qualité, elle était là. Tout ce qu'ils n'ont pas su faire depuis le mois d'août dernier, ils ont commencé à le faire au mois de janvier. Contre c'est Alisson. Il y a pas mal de réactions là. Moi je voulais souligner une petite chose, c'est que Chelsea a bénéficié quand même d'un petit peu de tranquillité, parce que j'ai comme l'impression que c'est un petit peu comparé au Paris Saint-Germain sous les radars. Pendant pas mal de temps en Ligue des Champions, on a parlé peut-être du Bayern qui allait faire un retour sur la compétition comme il avait fait pendant le Final 8. Le Paris Saint-Germain, on disait c'est peut-être l'année du PSG. On a vu un Manchester City qui s'était imposé dans le jeu et qui avait vraiment ébloui tout le monde. Et finalement, Chelsea a été l'équipe dont on se méfiait peut-être le moins. Je dis pas que on se méfiait pas du tout de Chelsea, mais c'était une équipe dont on attendait beaucoup moins que le Paris Saint-Germain, que le Bayern, que Manchester City. Et finalement, c'est eux qui vont au bout. Ils ont cette dynamique. Alors, vous l'avez tous souligné, avec la dynamique que Tourelle a réussi à mettre en place, avec un effectif de très grande qualité. Et finalement, quand on n'est pas si obnubilé et annoncé depuis le début comme étant le champion, on peut quand même finir devant. N'oublions pas que lors du premier, Rennes, donc effectivement, ils n'ont pas eu des grosses difficultés à avancer dans la compétition. Ouais, ils sont montés en puissance. Ils sont montés en puissance, ils n'étaient pas très bien au début de saison, mais le fait d'avoir eu un groupe quand même... C'est quand même pas trop compliqué. Dans leur tableau de chasse, ils ont quand même des cadors. Des cadors. Ils ont des cadors. Ils ont pas éliminé. Non mais le problème c'est que juste avant il faut quand même, moi je trouve que les critiques qui sont faites sur Thilo Werner, effectivement, qui vendange et qui marque pas, mais en tous les cas c'est un joueur qui pèse sur la défense, qui va très vite, qui prend les espaces et tout, et qui ouvre des brèches pour ses partenaires. Et c'est vrai que dans la stratégie Tuchel, c'est de le mettre au début pour créer un peu la panique dans la défense. Et là où il a été fort, c'est effectivement sur son explosivité de ses attaquants, parce qu'ils ont plus cassé les lignes. Ils sont passés dans des défenseurs, et c'est vrai que Manchester, sur la vitesse, on voit bien que la défense de Manchester, quand elle est prise de vitesse, et c'est là où on voit la pertinence de Tuchel, parce qu'il a mis des joueurs qui allaient très vite. Et puis sur un match de foot, je suis là-dessus, ça joue aussi à des détails, parce que si au début du match il marque, et d'ailleurs on l'a vu, et pourquoi il met pas le Kun Agüero, parce qu'il faut savoir que le Kun Agüero sur le penalty qui rate, ça ne le met pas en condition et tout ça. Sinon ils auraient pu être à 2-0, donc ça peut changer des physionomies. Des fois les matchs de foot, c'est quelques détails qui font que le ballon tourne d'un côté à l'autre, ce qui n'enlève rien à la victoire de Chelsea quand même. Rapidement. Alisson, rapidement. Je voulais juste dire que Chelsea, on l'a beaucoup négligé, mais quand on regarde, quand on dissocie le parcours en championnat et en Ligue des Champions, c'est totalement différent. En Ligue des Champions, Chelsea a fait un très beau parcours. Omar Kenadouche reste avec nous, notre invité ce soir de Tam Sport. Vous inquiétez pas. Allez, le standard, on n'oublie pas le 01 53 48 3000 pour réagir avec l'invité et avec toute l'équipe de Tam Sport. À de suite. Tam Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport avec Bilal Nenman. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de Omar Kenadouche, on le rappelle, chroniqueur chez nous, confrère de France Bleu Provence. Et oui, avec la voix, l'illustre Avi Assouli, un petit clin d'œil à lui. Eh oui, Avi Assouli, ancien sénateur aussi de la région des Bouches-du-Rhône, président de l'ASC Vivo Sauvagère. Il est avec nous ce soir avec Juan Trossé, Aklim Elouli aussi, il nous fait son grand retour, Toto Bellozzo et nos deux consultantes Frédéric et Alison. On va s'attarder. Bilal, je dois te dire que tu as un plateau extraordinaire. Il est pas mal le plateau là. Il est pas mal. Époustouflé par ton milieu de terrain là. Écoute-moi, là, tu as Kanté et Pogba, c'est impressionnant. Bellozzo, je le connais. Mercato, là, c'est chaud, là. Et le monsieur, c'est, tu te rappelles Baquero qui joue en sélection espagnole? C'était une pointure quand même. Il est là, il est toujours là. Alors, on va s'attarder sur notre invité ce soir. Time Sport. The Special One. On parle toujours, Omar, de ce vivier qui est l'Île-de-France avec ses jeunes pépites. On oublie quelquefois la région Rhône-Alpes, Toto Bellozzo, la région PACA aussi. Mais que dire, Marseille, est-ce que
ça fait aussi les jeunes pépites du football français. Le meilleur joueur de tous les temps, Zinedine Zidane, il est marseillais. L'aurez-vous? Est-ce que vous l'avez oublié? Est-ce que vous l'avez oublié, les amis? Il a pas oublié ça. Non, mais formé à Cannes. Sans aucun chauvinisme. Oui. Ouais, mais non, mais bien sûr. L'Île-de-France, très, très gros vivier. Moi, j'ai toujours vu. Une fois, je suis monté à Clairefontaine. J'ai fait les centres de formation de Sochaux. J'ai toujours vu les petits bleds de chez vous, des joueurs extraordinaires. On le voit rien qu'au toucher de balles, la façon comme ils sont, j'embarque, etc. Il y a toujours eu un gros vivier de grands footballeurs. D'ailleurs, en équipe de France, on le voit. Il y a toujours eu de chez vous. Aujourd'hui, il y a Mbappé, mais il y a eu Thuram, il y a eu Henry, il y a eu de France, voilà, donc c'est des gros viviers. Je pense que ce qui manque, c'est peut-être l'accompagnement de ces petits qui sont doués. Moi, j'appelle ça le syndrome Ben Arfa, c'est-à-dire qu'ils sont doués, mais dans la tête, il y en a pas mal qui aiment Ben Arfa ici en plus. Mais moi, je kiffe, Ah ben justement. Je kiffe. Mais il faut cet accompagnement des petits que on leur explique. Tu es professionnel, il faut arrêter d'aller à la chicha, il faut arrêter Snap, il faut pas insulter comme l'autre il a insulté Laurent Blanc sur les réseaux sociaux. Et tout ça, il y a un travail qui est à faire. Ouais, un travail. Mais est-ce que le travail n'a pas été fait aussi du côté de la DTN? Peut-être. On n'était pas prêt avec toutes ces jeunes stars du football français, Athème, Génération 96, Menez, Nasri. Le problème de la DTN, c'est que tu as que des mecs qui n'ont jamais joué au football de leur vie. Ça peut-être ça pose problème. Et voilà, mais c'est-à-dire qu'il faut des mecs. Le coach Tolé le disait aussi. Il faut des mecs qui viennent du derrière un peu, qui connaissent, qui savent. Là, tu parles à excuse-moi, je parle à des gros lards qui n'ont jamais joué au football. Mais non, Alisson, arrête, Toto, je demande du respect pour les gros lards. Mais oui, Juan José. Mais je le dis parce que je suis bien portant, moi aussi. C'est pour ça que je me permets. Non, mais on a des mecs, si tu veux, c'est comme des gens qui te font les lois. Ils te font les lois pour des quartiers, mais ils ont jamais habité dans les quartiers. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. J'ai entendu dernièrement un mec qui pleurait parce qu'il gagnait que 7 000 € par mois. Mais frérot, tu gagnes 7 000 € par mois. Tu as 10 SMIC. Non, mais c'est des mecs qui sont déconnectés. Et nous, dans la Fédé, il faut des mecs, il faut des Toto Bellozzo, il faut des Akli, il faut des Juan José, il faut des Alisson. Mais oui. Il faut des Frédéric et des Alisson parce que ça manque dans le. Non, mais j'en profite parce que comme on a fait un truc dans les médias, et là c'est bien parce que on voit que Frédéric Alisson a la qualité. Et c'est vrai que dans nos médias, il y a peu de visibilité pour les femmes en termes de médias, mais aussi pour le sport féminin en général. Donc c'est l'occasion de le rappeler. On en profite comme elles ont l'antenne et de montrer qu'elles sont de qualité et peut-être d'un meilleur niveau que ceux qu'on voit dans certaines émissions. Non, mais je ne suis pas les émissions. Non, mais surtout, elles sont pas là parce qu'elles sont femmes. Elles sont là parce qu'elles connaissent le football. Moi, je les écoute depuis tout à l'heure. J'ai même pas parlé de Chelsea. C'est même pas extraordinaire. Même pas le souligner en réalité. Bien sûr. Je pense que voilà, c'est des chroniqueuses comme. Oui, c'est ça. On a aussi Myriam, on a aussi Diane, on a aussi Sarah, Marion aussi dans l'équipe. Oui. Bon, elles sont pas là aujourd'hui. Il faut le dire aux médias, à tous les autres médias, qu'effectivement, il y a des femmes de qualité. Là, je dis pas ça parce que je n'aurais pas le souligner, mais comme aujourd'hui elles sont très peu représentées avec tout ce qu'on connaît, tous les incidents, c'est l'occasion de le dire aussi. Alors, il a fait le 01 53 48 3000, c'est un fervent supporter de cette émission qui est Amsport. Allez, c'est Ossine qui est avec nous. Bonsoir Ossine. Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, je suis enchanté d'être avec vous ce soir. Ah ben nous aussi. Ça chante. Comment ça va Ossine? Eh oui, il fait beau là en région parisienne. À Marseille aussi, c'est d'office. Bon, moi, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, chez nous, dans le sud, à Marseille, il fait très, très beau. Et puis, c'est la douceur, c'est l'épanouissement, l'apaisement. On est content, on est bien. Oh, Fada. Alors, oui, c'est Omar Kedadouche, justement. Oui. Écoute, je suis enchanté d'être à ce moment-là où Omar Kedadouche est l'invité. On parle. Bon, c'est Marseillais avant tout. Et puis, c'est ça. Il est président de Vivo Sauvagère. Qui crie d'alarme, c'est rien. C'est les enfants. C'est tout à fait normal. Aussi, on parlait aussi de voilà. Merci aussi, tu le sens. De ces jeunes pépites en Île-de-France, mais à travers aussi le pays, et que Marseille, bon, il y en avait, certes pas peut-être comme en Île-de-France, mais quand même, voilà, le travail a été fait. C'est juste l'accomplissement, quoi, du jeune prometteur on va dire dans son parcours jusqu'à son arrivée en tant que footballeur professionnel, dit professionnel avec un contrat à la clé. Qu'en pensez-vous? Parce qu'on sait que aussi vous suivez cela de près, vous entraînez aussi comme notre consultant Abdel, Fred. Est-ce que ça se passe de la même manière?
peut-être avec les voyages, les échanges que vous faites avec des clubs parisiens? Écoutez, dernièrement, j'ai assisté à un petit plateau là, des plus jeunes, et il y avait une équipe de Paris, banlieue, Paris banlieue, et ils ont d'excellents joueurs. Mais ça, il faudrait remercier le gros travail que fait les éducateurs et les diplômés de la Ligue française, quoi. Et la Fédération française de football, avec ces diplômes, ils sont reconnus. Et c'est ça qu'on doit exploiter avec nos jeunes issus des on va dire entre guillemets, des banlieues ou des quartiers, peu importe. Ouais. Mais l'essentiel, c'est que le travail de formation soit déjà fait avec les éducateurs pour qu'ensuite le travail soit de qualité pour nos jeunes que l'on encadre. Ouais. Et ça se fait très bien, mais ça se fait de plus en plus, parce que comme vous le disiez dernièrement, avec de très très bons joueurs qui viennent de nos quartiers nord, qui viennent de nos quartiers sud ou de nos banlieues parisiennes, on a une sélection, on a des qualités de joueurs exceptionnelles, et on a comment je dirais ça, on a le potentiel, parce qu'il y a énormément de jeunes qui ont ce potentiel-là. Alors, comme si on prend l'exemple, du dernier match qui s'est fait en Champions League, on peut constater que N'Golo Kanté et Riyad Mahrez ont enflammé, on va dire, la toile, parce que c'est des jeunes déjà qui ont un potentiel énorme et qui le prouvent sur le terrain, parce qu'on a vu, et je suppose que tout le monde ici sur le plateau a pu voir ce match, il était exceptionnel, de par son travail on va dire, fermé, parce que on va dire que le championnat de la Ligue anglaise, c'est un championnat très fort, et l'intensité, elle y est de la première seconde à la dernière seconde, et on a pu voir que c'était exceptionnel. Bon, moi je pensais que Manchester City allait mettre le paquet, mais franchement, Chelsea ont eu raison d'eux, parce qu'ils ont fermé le jeu, et c'est très fort. En tout cas, les jeunes joueurs français issus de la formation La Française ont bien rayonné sur cette finale de la Champions League. Merci aussi. On a une réaction avec Alison. Moi j'ai une question pour Omar. Est-ce que c'est pas tout simplement un problème de mentalité? Parce que on sait que, en tout cas en région parisienne, les joueurs des petits ont faim de réussite, et ça passe aussi par les éducateurs. Parce que justement on a plein d'exemples de joueurs professionnels, de grandes stars mondiales, internationales, qui sont issus justement de ce vivier. Donc ils se disent, moi aussi je peux être comme lui. Est-ce que, je sais pas, je dis pas que dans le sud les petits n'ont pas faim, mais est-ce que justement il n'y a pas ce petit décalage qui fait que on est un peu moins impliqué de par les éducateurs, on implique un peu moins ce qui se passe autour des joueurs pour faire réussir les petits? Je pense que le problème qu'il y a aujourd'hui en 2021, c'est que tu as tout un tas de facteurs qui viennent se greffer à la réussite d'un petit. Quand tu vois que par exemple à 12 ans tu as des petits qui ont des agents, c'est pas normal. Quand tu vois que les parents privilégient le football à l'école, c'est pas normal. L'école, c'est bien. Moi, je dis toujours aux parents, si vos enfants deviennent professionnels, on sera ravis, on prendra la photo, ils viendront. Si Macan, il y a encore 10 ans, il jouait avec moi. J'étais son entraîneur. Aujourd'hui, il est pro, il est à Leipzig, je suis content. Mais quand on le voyait jouer, il était bon, mais c'était pas un joueur qui crevait l'écran. Et pourquoi il a réussi? Parce qu'il a été sérieux, il a eu des parents qui avaient la tête sur les épaules, et c'est pas le cas tout le temps maintenant. Maintenant, tu as des parents, moi c'est un combat que je mène depuis des années. Ils veulent l'enfant, tu as l'impression que c'est un placement en banque, que ils veulent celui qui va leur payer la villa, la voiture, les vacances de leurs rêves, et c'est écœurant, c'est écœurant. Donc c'est pas une question de mentalité, de motivation, c'est surtout que maintenant il y a tout un entourage qu'on peut plus gérer. Après, tu as le volet social, c'est-à-dire que tu as des clubs qui viennent, on les citera pas, qui te posent des 10, des 15, des 20 000 euros sur la table. Et moi, si on me dit, bien plus. Moi, mon club est partenaire de l'OM, je suis censé orienter vers l'OM. Mais si j'ai un petit ils mangent pas chez eux, ils ont rien, je vais dire, mais même quel que soit le club, mais vas-y, tu peux pas refuser ça. Bien sûr. Et ça, c'est une donnée qui est importante. C'est vrai, Omar. Juan Trocé et Toto Bellozzo. Lors de sa première intervention, effectivement, très dur, parce que reste quand même l'un des premiers ou les premiers viviers des joueurs, et au niveau de sa formation, personne ne peut rien critiquer sur ce qui se passe en France, puisqu'aujourd'hui, effectivement, les joueurs français sont réclamés un peu partout dans le monde.
Mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de signaler. Le problème, c'est les entourages des joueurs. Le problème, c'est le système. Et les parents aussi. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, tu as parlé des 12 ans, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs, aujourd'hui, on en a discuté autour de cette table-là, quand tu as 14 ans, tu es au Paris Saint-Germain et on vient frapper à ta porte, tout en bas. En Allemagne, tu pars en Angleterre ou tu pars en Espagne. Et vice-versa. Donc, effectivement, aujourd'hui, le problème, c'est l'entourage. Donc, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la formation à la française, puisque c'est une réussite, c'est la réalité. Il faut juste regarder les résultats de la France depuis le 82, le mondial de l'Espagne, effectivement, éliminé par l'Allemagne. Après, comment elle s'impose en France lors de l'Euro, etc. Et quel est le parcours de la France. Donc, la formation à la française, elle marche. Et vous avez un pilier qui est énorme. Mais tu oublies quelque chose de dire important, c'est que tu connais trop, à mon avis, tu connais trop le football pour pas le voir. C'est que si on a eu les résultats qu'on a eu, c'est que nos meilleurs joueurs se sont exilés à l'étranger. La culture de la gagne en Italie, France 98, pourquoi on a gagné la Coupe du Monde? Au-delà de la qualité intrinsèque de l'État, c'est parce qu'ils jouent à la Juve, à Parme, le grand Parme de l'époque, et ça a enlevé au club français. Mais pourquoi on a franchi une étape? C'est parce que nos meilleurs joueurs se sont exilés. Il y a eu la Bosman, etc. Aussi, ça fait du bien. Pour certains. Toto Bellozzo, je voulais rebondir sur deux choses. Alors la première, c'est que je pense, et tu vas peut-être me confirmer ou pas, ce que je vais te dire, c'est que je pense que justement, comparativement à l'Île-de-France, c'est dans l'approche que dans le Sud, vous avez une approche différente du football. Quand je dis différente, ça veut dire qu'elle n'est pas simplement axée sur l'éventualité du professionnalisme et ainsi de suite. Il y a aussi tout un mécanisme qui va autour du football, qui va au-delà simplement de la réussite de ceux qui veulent signer en centre de formation. Quand je dis ça, je pense tout de suite, par exemple, au contrat que vous avez passé, le contrat Next Gen avec l'Olympique de Marseille, qui est un accompagnement des clubs. La AS Vivo Sauvagère est partenaire de l'Olympique de Marseille, mais pas seulement sur le fait de faire signer des joueurs. Enfin, tu vois, vous avez reçu Hérault, tu as reçu Longoria dans votre club, et ils viennent à votre rencontre. Il y a quand même une ambiance. Et j'ai comme l'impression que, à la différence de l'Île-de-France, où ça n'existe pas, où on est simplement axé sur, on fait signer des joueurs, on forme des joueurs, et point à ligne. Alors si je peux lui répondre, non, mais c'est vrai ce que dit mon ami là, Toto Bellozzo, c'est que la formation, c'est vrai que le projet OM Next Gen, nous les clubs partenaires, certains ont fait des 5 000 € que l'OM nous donne, l'alpha et l'oméga. Mais c'est pas ça. Moi, en tant que président de club, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des formations techniques. On forme les éducateurs, on forme les joueurs. Après, il y a tous les à côté. Aussi, les petits de nos quartiers, ils vont gratuitement au Stade-Vélodrome. Voilà. On a amené des parents, ils habitaient depuis 60 ans à Marseille, ils avaient jamais mis le pied au Stade-Vélodrome. C'est quand même extraordinaire. C'est pas mal. Et puis, il y a l'accompagnement derrière. Quand toi tu es parent, tu vois que l'OM ils viennent dans ton club, dans ta cité, faire des séances techniques, tu es content, tu te dis enfin ils nous calculent. Les présidents qui viennent. On a eu Pablo Longoria qui est venu la semaine dernière, il est resté une demi-heure, il est resté 2 heures, il a pris les selfies, c'est important, tu te sens valorisé, tu te sens pas exclu, parce que même dans le football il y a un élitisme aussi qui est important, et là ce qu'il y a de bien c'est que c'est ouvert à tout le monde, et tu as des petits qui sont là, qui peuvent jouer. Je sais, je parle beaucoup. Non mais ça fait pas mal réagir justement. Allez, je vais dire avant la pause. Alison, regarde, on a Yacine qui nous dit les jeunes ne sont pas qu'en Ile-de-France. Benzema, c'est Bron, la région lyonnaise. Griezmann, ce sont les Espagnols. Juan Trocé, Giroud, c'est Montpellier. Loris, c'est Nice, etc. Je peux en citer encore. Donc la formation française à la française est bidon. Et voilà. Et aussi, il nous dit enlevez les Africains et trouvez-moi la formation à la française. Ça, c'est Yacine qui nous dit. Oui, ça fait encore jaser. Bien sûr. Frédéric aussi aimerait en parler. On n'a plus trop le temps. On va essayer de revenir. Ça fait réagir. Juan Trocé, les filles, on essaie de revenir après la pause avec l'équipe de France, c'est promis. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman. Oui, pas que Bilal, aussi Omar Kedadouche avec nous jusqu'à la fin de cette émission, avec nos consultantes Alison, Frédéric, Juan Trocé, sans oublier Akli et Toto Bellozzo. Justement, on va s'attarder sur cette fameuse équipe de France de Didier Deschamps. Time Sport. La troisième mi-temps. Eh oui, l'équipe de France du côté de l'Alliance Riviera à Nice rencontrera donc le pays de Galles. Ah, ça fait plaisir avec le retour de Karim Benzema. On a vu une belle photo du service com de l'équipe de France où on voyait trottinant Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann accompagné de Karim Benzema. Waouh, le Quatuor fait assez peur aussi à l'approche de cette phase finale de l'Euro. Ça fait sourire Toto, mais ça fait aussi grincer Juan Trocé avec la Roja qui approche à grands pas sans Sergio Ramos qui est annoncé peut-être avec un contrat de 2 ans avec
clé du côté des Citizens de Pep Guardiola. Que dire? En tout cas, là, c'est l'équipe de France avec Karim Benzema et son retour. Omar. Une très belle chose. Il y a une chose qui m'inquiète, c'est que on est en train de faire de Karim Benzema le Messi, mais Messi, sauf erreur de ma part, il est à Barcelone. Et ce que j'ai peur, c'est que toute l'expérience qu'on met en Karim Benzema, en le faisant venir comme l'homme providentiel, etc., c'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que si l'équipe de France se loupe, ils vont le flinguer, ils vont le tuer. Et je sais si j'ai défendu Karim Benzema. Et je rappellerai juste que on ne gagne pas sur le papier. On en a parlé avec Chelsea. Et qu'en 2002, on avait le meilleur buteur du calcio, c'était un certain David Trezeguet. On avait le meilleur buteur du championnat de France, qui était le grand Djibril Cissé de l'époque, avant qu'il se fasse les deux tibias péronés. Et on avait Thierry Henry, qui était le meilleur buteur de la première ligue. Et avec ces 3 meilleurs attaquants des 3 championnats européens, on n'a non seulement pas marqué, mais on s'est fait sortir au premier tour. Donc j'ai envie de dire, attention, le papier ne fait pas gagner. Tolisso disait en conférence de presse, on est la meilleure équipe du monde. Oui, ça fait peur. Il a tort de dire ça. Il faut pas trop. Alors, un peu d'humilité. Frédéric? Non, littéralement, sur le papier, nous sommes la meilleure équipe du monde parce que nous sommes champions du monde. Oui, c'est vrai. Pour revenir sur Karim Benzema. Alors, non, Karim Benzema n'est pas le Messi, il n'est pas attendu comme le Messi parce que l'équipe de France, non seulement était championne du monde sans Karim Benzema, et finaliste de l'Euro sans Karim Benzema. Donc maintenant, je pense qu'on a eu beaucoup de stratégies de communication, beaucoup d'images. On veut voir la réalité du terrain. C'est très simple, il n'a pas d'automatisme avec cette équipe puisqu'il n'a pas pu jouer. Là, on va le voir à partir de demain, d'après-demain. C'est ça. On va voir face au Pays de Galles, on va voir comment cette attaque se met en place, les automatismes que ces joueurs vont créer. On va voir le potentiel offensif de cette équipe parce que c'est bien d'avoir des grands noms, comme disait Omar, mais maintenant, va falloir que la mayonnaise prenne sur le terrain. Donc, j'espère que Karim Benzema va parfaitement s'adapter. Je pense que c'est un joueur qui est intelligent, tactiquement, techniquement, qui est brillant. Donc, si ça se passe bien avec Mbappé, avec Griezmann, ça peut être une très grosse équipe. Maintenant, il faut faire attention parce que cette équipe a eu des problèmes, que ça soit défensif ces derniers temps et offensif également. Donc, il va falloir que le milieu de terrain approvisionne bien les attaquants. Mais je pense que cette équipe, en tout cas, doit avoir l'ambition de gagner l'Euro. Oui, Toto Bellozzo, Pantrocé. Moi, je voulais réagir à ce que disait Frédéric. Alors, l'équipe de France. L'équipe de France, on est certes champion du monde sans Karim Benzema, finaliste de l'Euro sans Karim Benzema. Mais sans Karim Benzema et sans projet de jeu à la hauteur de ce qu'on peut prétendre en équipe de France. Ce qui devient alléchant aujourd'hui avec l'arrivée de Karim Benzema, c'est que finalement, on est en train de se dire que cette clé de voûte qui nous manque pour pouvoir essayer de développer un petit peu de jeu, c'est cette nouveauté de l'arrivée de Karim Benzema. Donc, ce qui rend enthousiaste et ce qui nous surexcite un petit peu, c'est de savoir comment, comme disait tout à l'heure Omar, on va transposer du papier à la pelouse, ce qu'on est en train de voir. Parce que pour moi, l'équipe de France, Benzema, certes, bonifie l'équipe de France, mais il change pas tout, parce que sans lui, il y a quand même un effectif assez extraordinaire. Mais pour moi, c'est comme un espèce de plat avec de très très bons ingrédients, mais sans sel. Voilà, il manque quelque chose, et puis là, peut-être que Benzema va apporter cette saveur qui va, j'espère, nous ravir et pas nous décevoir. Mais si on a un Benzema pour faire le même fond de jeu qu'on a eu jusqu'à maintenant, ça sera pas le même, tu verras. Entre c'est Alisson et Omar. Alors, Griezmann, Benzema, Mbappé, trio d'attaquants. Ça fait rêver. Sauf que alors, ça nous fait, c'est le défi tactique. Des champs, c'est énorme. Parce que si tu as 3 attaquants, tu as 3 milieux de terrain. Il faut ramasser. Et la France ne joue pratiquement jamais avec les milieux de terrain. Est d'accord avec toi, Tu vas mettre Mbappé en pointe avec Benzema qui est capable de décrocher comme il fait à Madrid, et Griezmann qui décroche. 4-2-3-1 pour moi le mieux. Mais c'est pas non plus le système de jeu de la sélection française avec 4 défenses, parce que la défense à 4 ne va pas bouger. Donc l'histoire, c'est que faire jouer ces 3 joueurs, ça nous impose un défi tactique énorme. Je pense sincèrement que peut-être qu'on va les voir jouer tous les 3, mais sincèrement, ce n'est pas du tout la première option pour cette équipe de France. Parce que ça, c'est un nouveau système. On verra effectivement mercredi comment ça se passe, si on voit ce nouveau système ou pas. Mais tactiquement, messieurs, c'est extrêmement compliqué de voir cette attaque. Avec un 4-2-3-1, il peut s'en sortir largement. Mais de mémoire, Deschamps, c'est pas trop le coach qui joue avec 3 attaquants, de mémoire. Et puis j'ai envie de faire un petit parallèle très léger. Vous vous souvenez tous, il n'y a que des connaisseurs autour de la table, des Galactiques du Real de Madrid. C'était quoi? C'était Figo, c'était Zidane, c'était Beckham. Alors sur le papier, quand on aime le football comme nous, ça fait rêver, ça fait kiffer. Mais qu'ils ont gagné quoi? La Champions League? Non. La Liga? Non. La Champions League? Non. La
gagné. La MSN, avait gagné. À part ça. Sauf que la MSN, c'était un 10 avec Messi. Ouais, c'était pas trop d'accord quand même. Alisson, oui, Frédéric. Alors. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Juan José. J'ai peur que ça se marche dessus un petit peu entre Griezmann et ça Karim pose Benzema. problème. Déjà, sans Karim Benzema, on voit que devant, à l'accoutumée, déjà la relation est moyenne. Hein. On voit entre Mbappé et Griezmann, ça se fait pas tant de passes que ça dans un match. On voit que d'habitude aussi la relation entre les trois ou les deux devant n'est pas tout à fait une évidence. Donc j'ai peur que ça se matche dessus. Mais par contre, là où ce que vous dites, je suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que Benzema a une intelligence au-dessus et aussi Griezmann et Mbappé potentiellement aussi. Et ces deux-là, donc les deux derniers que je viens de citer, vont se mettre au service de Karim Benzema parce que là, la star de l'équipe de France, c'est pas Mbappé, c'est pas Griezmann, c'est Karim Benzema. Qui est revenu. On jouera aussi pour Karim Benzema. Ah oui, carrément. Pour le faire briller et pour se mettre pour l'équipe de France. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que c'est un des rares attaquants. Benzema en général, le 9, c'est égoïste. Et lui, il est altruiste. Et on l'a vu avec Ronaldo. C'est ça avec CR7. Le problème, Frédéric. c'est que Benzema, maintenant qu'on joue pour Benzema, alors que cette équipe est plus réputée pour son collectif plutôt que ses talents individuels qui certes sont quand même présents, on a vu avec Mbappé, etc. Mais c'est une équipe qui fonctionne parce que le collectif est fort. Si on se met à jouer pour Benzema, est-ce que ce ne serait pas un peu dénaturer cette équipe ? Toto parlait d'assaisonnement, mais l'assaisonnement, c'était peut-être qu'il n'y avait pas assez de sel, etc. Mais ça gagnait. Moi, je pense que les téléspectateurs, les Français, tout le monde veut du beau jeu, mais on préfère la coupe à la fin. Elle a raison. Mais oui. Alors, vous mettez qui juste un élément. Alors, il y a un élément important que personne n'a vu. En fait, le retour de Benzema quand même est un peu aussi n'est pas que sur les terrains. Le retour de Benzema a fédéré tout le monde autour de l'équipe de France. Parce qu'il faut quand même pas l'oublier qu'avant il y avait des gens qui ne soutenaient pas. Aujourd'hui, ça fait à tout le monde. Mais comme le disait Juan et d'autres, moi je vais pas revenir sur ce qu'il a dit que je partage. Le problème de Didier Deschamps, c'est qu'il va avoir des nuits parce qu'à mon avis, il va pas faire peut-être il essaiera, mais il fera pas jouer 3. Donc ça veut dire que il a des solutions tactiques différentes de pouvoir composer et donc il va falloir trouver la bonne carburation parce que son souci à lui, c'est de pouvoir les mettre parce qu'on dit il joue sur Benzema. Mais le football ça se joue à 11, Benzema tout seul va rien faire. Donc c'est qui à la place de quoi? Et comme je sais que Didier Deschamps, moi je dis ça parce que c'est ce que je constate, et pas quelqu'un qui aime bien bousculer ses habitudes et que là, il commence avec l'arrivée de Benzema. Tu as dit deux mots. C'est Alisson. C'est Frédéric. Pardon, Alisson. Tu as dit deux mots qui ne vont pas ensemble, qui sont incompatibles. Tu as dit Didier Deschamps et Beaujeu. Ça va pas ensemble. Je vais te dire. En 2010, quand on est champion de France à l'OM avec Deschamps, on s'est fait littéralement chier. Notre seul truc, c'est les titres. Excusez-moi, pardon. On s'est embêté. C'est les titres. Et par contre, avec Guéret, on s'est régalé. Avec Bielsa, on n'a rien gagné. On s'est régalé. Alors, à choisir. Tu préfères le beau jeu? Moi je veux les titres. Moi je veux gagner. Moi je suis gourmand, je veux les deux. Alors avant. Tu as demandé trop là, Toto. Ça reste possible. Oui, c'est vrai. Maintenant pour répondre à la question de Juan José, pour moi le milieu de terrain, parce que le milieu de terrain, c'est clair que ça va être décisif, parce qu'on a l'habitude d'avoir un milieu de terrain qui a une connotation très défensive, avec des Pogba, Kanté et ainsi de suite. Là pour le coup, on est en train d'intégrer Griezmann au milieu de terrain. Et le problème de Griezmann, c'est que si je vous demande ici quel est le poste réel de Griezmann, vous-même vous allez. Mais il a une capacité d'adaptation. Et moi, je pense que c'est une erreur totale que de penser qu'à un moment donné, on va jouer pour Benzema. Voilà. Benzema va s'inscrire dans un collectif, comme Deschamps l'a toujours fait, parce que si Deschamps déroge sur son système de jeu, il dérogera pas à sa philosophie quoi qu'il arrive. Sa philosophie, c'est on est ensemble et on fait un collectif. Et Benzema est capable. Vous parlez aussi de système de jeu depuis tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier que le retour de Karim Benzema n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Il a été réfléchi depuis un moment. Donc qui dit réfléchi depuis un moment dit aussi que Didier Deschamps a déjà pensé au fait de pouvoir l'intégrer à cette équipe. Ça, il ne faut pas du tout le mettre de côté. Là, vous dites que non, on ne pense pas que Benzema, Mais si Didier Deschamps, au-delà de la pression populaire et au-delà des envies du public, si Didier Deschamps
l'a fait revenir. Omar, elle a pas tort, la consultante, là. Vraiment. C'est pas faux. Alice, ça t'es bien dit. Frédéric aussi. Non, mais c'est évident. À un moment donné, si Deschamps, il fait revenir Benzema, c'est qu'évidemment, il est français. Dans quel système de jeu? Ils ont parlé il y a déjà quelques mois de ça. C'est pour ça que, voilà. Moi, je le vois bien. Alors, Toto Bellozzo. Personnellement, je verrais bien s'intégrer dans un 4-2-3-1, avec Kanté et Pogba en milieu récupérateur, Griezmann dans l'axe, et puis Mbappé à droite, avec Coman ou Dembélé à droite, et Benzema. Pour moi, c'est le schéma tactique qui pourrait le mieux s'adapter à ce qu'on pourrait, avec les forces les plus grandes qu'on pourrait apporter avec l'équipe de France. En 4-3-3, c'est déjà un peu moins possible. On termine. Juan José, peut-être. Allez, avec le football. On aura la première réponse. C'est ça. Du côté de Nice. Le 11 juin avec le début de. C'est ça. Et aussi, la porte d'Auteuil. Allez, un petit mot. Peut-être avec toi et Frédéric. Roger Federer, l'Helvète. Depuis 2 ans, il était absent. Il est revenu, il est passé. Même, il passe au deuxième tour. Akili a dû faire la bise, t'inquiète pas. Il est passé le numéro 2 mondial. Et puis, Tsitsipas, qui est passé hier soir. Rappelez que effectivement Dominic Thiem est tombé hier face à un joueur de 35 ans. Donc, mais c'était pas une surprise pour Frédéric. On a quand même senti, pas vieux, 35 ans. On a senti sa préparation sur terre qui était très compliquée. Il a perdu prématurément dans tous les tournois. Federer, belle victoire, surtout que le tableau va être difficile. Il a joué que 2 matchs sur 1 an et demi, donc je pense que ça va être compliqué pour lui. Mais quand même, il y a un déséquilibre total entre le haut du tableau avec Djokovic, Federer, Nadal, Enko, par rapport au bas du tableau avec Zverev, Tsitsipas et compagnie. Il y a une dernière info, de perdre le premier 7-6. Aïe. Pour revenir sur nos Français, on a quand même vu que dans la journée d'hier, sur 11 Français engagés, il y en a qu'un qui a gagné. Donc ça reste. Vous avez changé de sport, mais pas prévenu. Justement. Oui, c'est la transition. Moi, je voudrais. Roland Garros. Alors, je voudrais juste dire, parce que moi, je parle football. Mais bien sûr. Je pense que Yazid a téléphoné à Didier. Voilà. Voilà. Zidane aurait téléphoné à Didier Deschamps. On nous dit aussi que même les politiques sont je le pense aussi. Je pense que le président de la République a dû passer un petit coup de fil. Peut-être, oui. Akli Melouli, merci d'avoir été avec nous, avec notre invité. Aussi, on le rappelle, Omar Kedadouche, de chez nos confrères de France Bleu Provence, et aussi président de l'ASC Vivo Sauvagère, à qui nous passons, le bonsoir. Et oui, à toute cette fameuse région qui est la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci de votre invitation. Aux éditeurs de Beurre FM. Et oui, un peu partout dans la France et aussi ailleurs, à l'international, parce qu'on peut nous suivre du côté de l'application, sur les téléphones portables, sans oublier le site internet. Un grand merci à Alison, à Frédéric, nos consultantes, à Juan José, à Toto Bellozzo, et aussi à notre réalisateur Yanis. On se retrouve dès demain à partir de 19h. Et encore un grand merci à Omar d'avoir été avec nous. Merci Omar. Avec plaisir. Bye bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.